Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? C'est que de la manipulation. Oui, mais ceux qui créent ces publicités, c'est de la manipulation. ceux qui font tout ça, ils savent très bien. Mais cette manipulation, non, ceux qui font cette manipulation ne savent pas du tout. Parce que s'ils savaient, ils ne se manipuleraient pas. Et c'est pour ça que ici, on n'est pas complotiste. On réalise que c'est le mental qui crée ça. C'est de voilà, merci. C'est de l'ignorance. Et c'est des gens qui sont 99,99% de la population baigne dans cette ignorance. C'est-à-dire qu'ils sont ignorants même de leur ignorance. Et c'est pour ça que la manipulation, comme on dit, des foules peut avoir lieu. Mais ceux qui manipulent de cette façon sont eux-mêmes manipulés par leur mental, puisqu'ils espèrent obtenir un gain par cette manipulation, mais ils ne vont rien obtenir, ils ne vont pas obtenir la paix qu'ils cherchent. Vous comprenez? Donc il faut sortir, ici, dans la non-dualité, on doit sortir de cette dualité de manipulateur-manipulé, victime-bourreau. On doit aller au-delà, 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 comme dit le Sutra du cœur à la fin. Aller au-delà. Et comment on va faire? Il faut, et ça, toutes les traditions spirituelles depuis 6000 ans nous le disent, il faut regarder, non pas dans une direction particulière, mais regarder dans la direction d'où on regarde. Dans la Kena Upanishad, on nous dit, ce n'est pas ce que l'œil voit, c'est ce par quoi l'œil voit. Ce n'est pas ce que l'oreille entend, c'est ce par quoi l'oreille entend. Ce n'est pas ce que la pensée pense, c'est ce par quoi la pensée pense. On retrouve cette même injonction au retournement dans la tradition chrétienne. Le Christ nous dit, dans l'évangile de saint Thomas, mais aussi dans les autres évangiles, cette perle-là est préservée dans les évangiles canoniques. Elle est présente dans les 114 logions à chaque ligne de l'évangile de Thomas. Donc c'est celui-là que je vais citer. Si vous cherchez le royaume dans les cieux, les oiseaux vous devanceront. Si vous le cherchez au fond des océans, les poissons vous devanceront. Il est en vous-même et autour de vous. Et dans Matthieu, quand vous trouverez le royaume en vous-même, tout vous sera donné, par surcroît. C'est la même chose que sur tu citais le frontispice du temple de Delphes, de l'Apollon. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et ses dieux, parce que c'est en connaissant ce par quoi tout est connu que tout est donné. Toutes les traditions nous invitent à ce qu'on a appelé souvent le retournement de la conscience. Alors évidemment, la conscience ne se retourne pas, et le fait qu'on parle de retournement, de basculement, je préfère basculement de la conscience, mais en fait, il s'agit simplement, on pourrait dire, d'une détente, d'un relâchement de l'attention. L'attention, ces deux mots, ad tendere, ça signifie être tendu vers. On est toujours tendu vers une pensée, vers une sensation, vers une odeur, vers un parfum, vers le passé, vers l'avenir, vers une couleur, vers un son. Il s'agit juste de réaliser, de voir cette tension. Voir. Voir est le thème de ce week-end. Voir vraiment. En acte, maintenant. Voyez, si vous êtes tendu vers une pensée, vers l'impression de comprendre, ou
vers une confusion, ou vers une sensation agréable ou désagréable. Et vous voyez que l'attention qui est portée vers la perception est en elle-même une tension, un peu comme un élastique qui est porté vers quelque chose, qui est tendu. Donc remarquez cette tension, sentez-la. Et en même temps, on t'écoute. Donc on est déjà tendu vers... Ça dépend qui écoute. Si c'est Paola qui écoute, là il y a une tension. Et donc il y a quelque chose en toi qui peut remarquer que croire que c'est Paola qui écoute suscite une impression de tension. Tu vois ? Mais ceux-là qui entendent à la fois Dan parler et Paola penser, ou Paola agir ou parler, c'est ni l'un ni l'autre. C'est en deçà. Il y a quelque chose qui est là, alors que Dan et Paola semblent échanger. Et ça ne fait pas d'effort. En fait. Ce qui demande un effort, c'est paradoxalement de croire que c'est Paola ou Dan qui écoute. Ça demande un effort. Mais voir l'effort ne demande pas d'effort. Mais il faut un effort pour croire que je suis quelqu'un, que je suis une personne séparée. Mais regarder demande un effort. Mais voir, non. Ouais. Mais pour voir, souvent, il faut regarder. Il faut voir. Il faut voir. À découvrir. Alors, pour le découvrir, je vais vous proposer une pratique de Douglas Harding. Parce qu'on parle de voir. Quand je dis voir, c'est dans un sens essentiel, c'est-à-dire c'est percevoir, hein, c'est être conscient de, hein, et l'écoute, hein, c'est un terme générique. Mais c'est vrai que les expériences de Douglas Harding, que vous connaissez tous ici, sont basées sur la vision, essentiellement, mais pas seulement. Mais en tout cas, le truc incroyable, c'est que je ne suis pas ce que je parais être là-bas. Je ne suis pas ici, à 0 cm de moi-même, ce que je parais être. En ce moment, je vois 10 visages qui pointent vers un espace ouvert de mon côté. Vous voyez un visage, vous voyez Dan en train de parler, qui semble mener une rencontre sur la présence. À 0 cm de moi-même, il n'y a pas d'âne. Il n'y a pas de visage. Il y a un grand ouvert qui accueille toutes les couleurs, les objets, les formes et les 10 amis qui sont là. Et je subodore que pour vous, eh bien c'est la même incroyable expérience. C'est-à-dire qu'on peut tous voir le visage de Carole, mais Carole elle-même ne voit pas son propre visage et ne fait pas l'expérience d'être une personne en cet instant. Si tu es vraiment attentive, n'est-ce pas? Eric. On voit tous le visage de Eric, mais est-ce que toi, tu fais l'expérience en cet instant d'être une personne avec un âge, une forme? Est-ce que tu fais l'expérience de ton propre visage en cet instant, par exemple? Non. Est-ce que c'est ouvert de ton côté? Ah. Michel. Est-ce qu'on voit tous Michel, hein? Il y a 10 amis qui pointent vers toi. Vers quoi est-ce qu'on regarde de ton côté? Vers un visage ou vers une absence de visage? Un espace ouvert. Un espace ouvert. Mamel. Tout le monde voit ton visage. Le visage de Mamel. Est-ce que toi, tu vois ton propre visage? Non. Qu'y a-t-il
en lieu et place de ce visage que nous voyons, de ton côté. Espace transparent. Est-ce que cet espace transparent n'accueille pas tout l'environnement et les amis qui sont là sans préférence? Tout à fait. Et Guillaume, tu disais, j'aborde la vision sans tête d'une façon un peu iconoclaste. À force de faire les mêmes expériences que Douglas nous a enseignées, qui sont magnifiques, je les aborde un peu plus directement. Là, c'est vrai aujourd'hui. Et toi, tu es le seul qui n'est pas vraiment, tu t'es pas attardé. Mais nous voyons tous, tu peux imaginer, concevoir, penser que nous voyons tous le visage de Guillaume, dont tu as peut-être souvenance par rapport aux vidéos, aux photos que tu as pu voir dans les albums, ou si tu as une souvenance de ce que tu as vu dans le miroir ce matin, si tu es passé devant le miroir. Mais est-ce que de ton côté, tu vois ton propre visage? Alors, qu'est-ce qu'il y a là pour toi, là où il semble y avoir de la conscience, quelque chose qui perçoit? Oui, il y a cette ouverture. Oui. Tu sens cette ouverture? Est-ce que cette ouverture est inclusive de tout ce qui apparaît ou est-ce qu'elle résiste à quelque chose? Est-ce qu'elle préfère certains objets plutôt que d'autres? Non. Non. Alors, s'il y a une préférence qui est ressentie, c'est qu'il y a une pensée crue qui apparaît, hein, et qu'on commence à regarder les choses à partir de l'idée d'être une personne. Mais quand on revient à ce qui est là, dans l'expérience directe, et si on ne fait pas référence à la mémoire, il y a juste un grand ouvert. Est-ce que c'est pareil de ton côté, Ridwan? Oui. Ouais. Maria? Maria. Est-ce que c'est pareil de ton côté? Oui. Là, on est en train de parler de ce par quoi le monde est perçu. Je t'en prie. Donc, les yeux ouverts, cette expérience. Nous, on voit tous Maria qui dort ou qui est réveillée, qu'importe. Mais toi, est-ce que tu fais l'expérience d'être un visage de ton côté? Est-ce que tu le vois, ton propre visage? Non. À partir de quoi est-ce que tu regardes? À partir de quoi est-ce que le monde est perçu, là, en cet instant? Dans ton expérience directe, si on ne fait pas référence à la mémoire. Et ici, on ne fait pas référence à la mémoire, on fait référence à l'expérience directe. Est-ce qu'il y a un visage de ton côté? Non. Alors, il ne s'agit pas simplement de répondre à la question, mais de demeurer dans cette évidence et d'en tirer tous les fruits. Ça a l'air de rien, le fait de se rendre compte qu'il n'y a pas de visage, mais en fait, de ce côté, quand vous réalisez l'absence de visage, en fait, c'est la présence dont parlent tous les êtres éveillés, entre guillemets, depuis 6000 ans, qui se révèle. C'est la source du monde qui se révèle. C'est pas simplement, oui, il n'y a pas de visage, non. C'est incroyable. C'est que lorsque vous réalisez l'absence de visage, se révèle une présence qui avait toujours été là, et qui n'est pas séparé de ce qu'il perçoit. Sandra, de ton côté, on voit tous le visage de Sandra. Si on te regarde par exemple là, soit tous vers toi, tu vois 10 visages qui pointent vers toi. Est-ce que toi, de ton côté, ce vers quoi on regarde a une forme ou une couleur de ton côté?
Une forme, une couleur, non, mais le fait d'en parler, du coup, ça me rend consciente et ça me focalise sur des sensations de visage et, et une croyance. Oui. Par contre, Mais au niveau de la vision. heureusement, dans toute la journée, je ne suis pas consciente que j'ai un visage. Non, mais peut-être qu'inconsciemment, tu penses en avoir un. C'est À possible plein de moments. que la croyance soit trop forte pour que je puisse expérimenter cette vérité. Oui, parce qu'en fait, bien sûr, on vit pas en se disant j'ai un visage, j'ai un visage, j'ai un visage. Mais en fait, on fait comme si. Et enfin, après, il faut voir pour chacun quelle est son expérience. Mais quand vous souffrez, c'est-à-dire quand il y a de la souffrance, et souffrir, ça veut dire vouloir ce qui n'est pas, c'est qu'inconsciemment, il y a l'aius, je suis le visage, je suis une troisième personne, je me prends pour quelqu'un, ce quelqu'un, il est séparé du monde et des autres, et donc ce quelqu'un, forcément, pour qu'il soit heureux, dès qu'on a perdu l'un, dès qu'on s'est divisé, on s'est pris pour quelqu'un, pour un fragment de l'un, et il n'y a pas 10 000 solutions, il faut accumuler des expériences poétiques, intellectuelles, des expériences, des drogues, du sexe, de ceci, de cela, pour avoir un ersatz de paix. Donc quand tu reviens maintenant là, sans la mémoire, est-ce que tu as conscience que tu ne vois pas, on parle de voir ici, hein. Est-ce que tu as conscience que tu ne vois pas ton propre visage? Oui. Et je t'invite à demeurer dans cette évidence, de réaliser peut-être l'étrangeté, au sens de incroyable. Le fait que tu ne vois pas ton propre visage, qu'est-ce qu'il perçoit alors dans ton expérience directe? Qu'est-ce qui prend conscience du monde visuel s'il n'y a pas de visage? Je ne sais pas. Ah oui. Donc, reste avec ce je ne sais pas. Et cet espace ouvert. Tu as bien conscience que de ton côté, il y a un espace ouvert au-dessus de tes épaules? Je ne sais pas ce que ça fait. Enfin, je ne sais pas. Je sais pas. Alors on va faire une pratique ensemble, pour toi, mais qu'on va tous faire, parce que les pratiques, même si on les a faites une dizaine de fois, elles ont beaucoup de valeur. Pardon, pourquoi dans ce cas-là se référer à une forme quelconque s'il n'y a rien? Parce qu'on doit bien partir de quelque chose. Oui, mais c'est pour dire, si c'est pour dire couper la tête, où il n'y a rien, C'est le paradoxe des mots. En fait, on se sert des mots pour déconstruire d'autres mots. Comme habituellement, tu penses, effectivement, je le vois bien, que tu as une tête, et que c'est Sandra qui perçoit, il faut utiliser des mots, puisque le silence ne suffit pas, pour toi, pour certains, le silence suffit, pour réellement réaliser qu'il n'y a pas de tête qui participe à la conscience dans l'instant présent. Il faut déconstruire les idées fausses, il faut déconstruire l'illusion pour laisser apparaître la réalité. Et pour cela, le silence est le moyen le plus direct. Mais tant que ça ne suffit pas, on va utiliser des mots pour déconstruire tous les mots que tu ne vois pas, mais qui sont une sorte de trame invisible et qui font que tu rencontres souvent, j'imagine, le monde à partir de l'idée d'être quelqu'un. Donc on utilise des mots pour ça, pour déconstruire d'autres mots, mais à la fin on les jette tous. Hein. C'est comme Ramana Maharshi, il disait, un sage du XXe siècle, il disait,
quand j'ai une écharpe plantée dans le doigt, je me sers d'une autre écharpe pour l'enlever. Et donc je peux me servir de la même façon de concepts non duels, comme ici, ou d'expériences, comme celle que nous allons faire, pour déconstruire d'autres concepts, pour les enlever. Évidemment. Pas la peine d'avoir une écharpe plantée dans le doigt, je vais souffrir. C'est pas la peine de croire quelque chose qui est faux. Donc on utilise des mots pour déconstruire l'ignorance. Et ensuite on jette à la fois les mots qui étaient ignorants et les mots qui étaient savants. Il y a des concepts qui sont relativement plus justes que d'autres. Donc avec des concepts justes, on déconstruit des concepts qui sont faux. Et à la fin, le but, c'est de reconnaître que ce que nous sommes est sans concept. Donc on va utiliser une expérience qui va peut-être t'éclairer par rapport à qui tu es vraiment. C'est une expérience donc, que Douglas a réalisée pour nous, Douglas Harding, qui est un philosophe anglais qui est mort en 2007, qui a découvert sa vraie nature dans les années 40. Et il n'a eu de cesse de vouloir le partager avec ses contemporains. D'ailleurs, une fois qu'il a découvert sa vraie nature, il a mis 15 ans. 15 ans à pouvoir le partager avec un autre être humain, c'est incroyable. Il était vraiment très seul. Et à partir du moment où il l'a partagé avec sa secrétaire, qui avait traduit un discours, qui avait noté son discours qu'il a fait à un institut bouddhiste à Londres en 1959, elle s'est éveillée à sa vraie nature. Rien qu'en lisant son discours, en le notant. Et à partir de là, il n'a fait que partager ça. Et il a créé des expériences extrêmement simples pour revenir à nous-mêmes. Et celle que je vais partager avec vous, c'est celle qui on va dire, fait partie des pointeurs déterminants, en ce qui me concerne, pour réaliser que je n'étais vraiment pas une personne séparée. Donc vous allez prendre alors, dans ces expériences qu'on va faire durant le week-end, évidemment, vous êtes votre propre autorité. Les autres ne peuvent pas dire qui vous êtes. Il n'y a que vous qui puissiez le dire. Donc, bien sûr, vous devez faire l'expérience pour vous-même. Et après, vous découvrirez ce que vous découvrirez. Peut-être qu'on le mettra en mots, peut-être pas. Mais l'important, c'est l'expérience. Et dans ces expériences-là, on ne s'appuie pas sur la mémoire, on s'appuie sur ce qu'on voit. Il y avait un moine, Chan, 8e siècle, qui s'appelait Huang Po. Tu vois qui c'est? Tu as déjà lu des choses de Huang Po. Il disait, je crois qu'on en avait parlé une fois, le sage s'appuie sur ce qu'il voit, pas sur ce qu'il pense. L'ignorant s'appuie sur ce qu'il pense, pas sur ce qu'il voit. Voyez les choses telles qu'elles sont, c'est tout. Et aussi, ne vous préoccupez pas des autres. Nous, ce que nous avons fait toute notre vie durant, c'est quand même, je ne sais pas si vous le réalisez là, nous avons fait confiance aux autres pour dire qui nous sommes. D'ailleurs, ça peut passer par le regard de l'autre, de qui nous sommes. Ah ouais. C'est ce qui se passe pour l'enfant. Exactement. Exactement. Et d'ailleurs, on va faire une pratique tout à l'heure dans le parc. Voilà. Moi, quand je vois l'espace dans ma direction et que je me dis que tout le monde ici voit la même chose, je me dis c'est la même chose qui est vue, c'est une chose qui est vue et je pressens cette connexion Ben entre oui. tout le monde. Et là, je sais pas, ça m'angoisse. Ça t'angoisse. Ça Ah ouais, c'est... Oui. J'ai l'impression comme une fusion, tu vois. Ah oui, oui, ben oui. On s'approche d'un truc, tu vois, je sais pas. Ah oui, brûlant. C'est l'ego qui se sent en danger, là, peut-être de... Non. Peut-être. Oui, parce qu'on a appris à se protéger, de ne pas préserver notre individualité. Toute notre éducation et la publicité et tout est là pour valoriser la personne.
Voilà, et les concours, les compétitions, le plus fort, le plus riche, le plus beau, regardez les médias, Twitter, je sais pas, c'est toujours valoriser l'individuation, la personnalité, et valoriser la séparation. Notre civilisation valorise le sentiment de séparation. La liberté, ce qu'on appelle la liberté dans une société démocratique, elle est basée sur, en quelque sorte, ce refus de reconnaître que nous sommes la même présence. C'est même considéré comme une vérité scientifique pratique. Bon, Oui, voilà, on est en doute sans passer pour un jobard ou un dingo. Tout à fait. C'est très important, c'est ce que tu dis. La vision matérialiste du monde, scientiste, c'est que tout est fait de matière. Que la matière précède la conscience. Donc c'est un modèle, on peut le découvrir, est complètement délirant en fait. Puisque quoi que l'on pense, quoi que l'on étudie, quoi que l'on regarde au microscope, quoi que l'on découvre à travers les sciences physiques, biologie, chimie, etc., d'abord, vous devez en avoir conscience. Ça apparaît dans la conscience. Et il y a 2000 ans, effectivement, on a inventé un concept chez les Grecs, on appelait matière. Jamais personne n'a vu la matière. Plus vous allez dans la matière, et plus vous découvrez des choses qui semblent se mouvoir à des vitesses hallucinantes, et qui sont de plus en plus petites, et vous ne trouvez jamais la matière. Mais il se trouve qu'on a cette idéologie, qui est une idéologie délirante, et que la plupart des scientifiques, enfin, je n'en fais pas partie, Florence, ça sans doute, mais ont cette obsession de vouloir trouver le boson de Higgs, la particule de Dieu, mais après, quand on l'a découvert, on découvre que finalement, il y a encore autre chose. Et ça tend toujours vers le vide. Donc oui, toute notre vision du monde matérialiste nous sépare. Mais les progrès actuels de la physique, et notamment dans le domaine quantique, vont vers des choses bien plus évoluées. Actuellement, là, il y a un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps de Carlo Rovelli qui parle justement des progrès de la physique quantique, et où il explique que en fait, l'observateur ne peut pas être séparé de l'observation, et que donc le monde, c'est un peu comme enfin, le monde observé ne peut être observé que par un observateur qui est à l'intérieur. On ne peut pas observer le monde séparément de l'observateur. Et que finalement, on n'existe que dans le reflet les uns des autres. Oui. C'est un peu ça. Et d'ailleurs, il y a peut-être un livre qui a été écrit récemment sur ça, mais c'est déjà un peu les conclusions des expériences lorsqu'on regarde les électrons et qu'on les... Vous savez, cette expérience où on les regarde en tant que particules ou en tant que lumière. Selon qu'on les étudie en tant que particules ou en tant que lumière, elles se manifestent selon notre façon de les regarder. C'est quand même incroyable. Et ça fait déjà 50 ou 80 ans qu'on le sait. Mais il y a très très peu de scientifiques aujourd'hui qui remettent en question l'idéologie matérialiste, séparative. Mais je vous invite à lire, si vous maîtrisez l'anglais, un gars assez extraordinaire qui a travaillé au CERN et qui s'appelle Bernardo Kastrup. Oui. Il y a notamment une entrevue entre Rupert Spira et Bernardo Kastrup qui dure, je crois, 4 heures. Et là, on a un très grand scientifique, très haut vol, qui déconstruit complètement la vision matérialiste. Mais enfin, tout ça c'est prouvé par maintenant, il y a des machines, des appareils et tout, des hyper sophistiqués, donc c'est prouvé. Moi, en fait, j'ai dit, on dit que c'est scientifiquement prouvé, je veux dire, c'était entre guillemets, c'est-à-dire pour nous, c'est voilà quoi, c'est carré, il n'y a pas de doute sur la séparation de tout, des gens, et
etc. Oui, on prétend le Ça, prouver, qu'on mais était sur des... sûr quoi. mais Que sur la des- remise en cause, c'est du domaine. On psychiatrise beaucoup. Après, les gens qui mettraient en doute ça. Oui, Le mec qui dirait qu'il y a pas, il a fusionné avec le tout, on dirait ah oui. Je connais un très bon docteur et tout, il va gérer ça. Ça peut être. Moi, ce que je trouve très intéressant, ce que tu dis, c'est que quelque part, on traite l'être humain comme si on était des objets. C'est que En le psychologie, relatif, l'observateur on est des dans la objets, mécanique quelque quantique, Plutôt juste un petit peu. pardon, c'est celui qui est vivant et qui voit le phénomène, et qu'il est dans la machine et il le sait. Quand tu parles des vérités scientifiques, c'est bon pour des objets inanimés. Mais le fait qu'on soit en conscience, tout à l'heure, relativement, on peut dire on est aussi des objets. ouais, quelque quand on a parlé, je crois que c'est C'est Erwan ce qui nous l'a rend dit, malade, c'est- moi j'avais l'impression que la conscience était dans la pièce, Attendez, Et pas quel- tous en même temps. qu'elle utilisait 10 masques différents pour se regarder. Comme si derrière nos masques, il y avait une belle conscience, une seule, et qu'elle se regardait à travers le regard des autres. C'était un petit flash quand tu as dit quelque chose, j'ai regardé ça, j'ai dit tiens, c'est amusant, parce qu'au fond, il y a quelque chose comme ça, quand on est bien à l'intérieur de soi. On abandonne un peu les formes, et c'était précieux ce que tu dis. Et quand tu as dit angoisse, Ouais, ça Ça- fait peur. ah, bah, Ça, le- c'est une piste intéressante. le petit moi, il a un frisson à ce On peut aller moment-là. par là. Ah mais pour faire écho, éventuellement, proposer un écho, enfin pour moi, mon expérience, c'est la peur d'aimer qui fait obstacle, en vérité, à la découverte On est bien de ma d'accord. nature C'est profonde. possible. Et probablement que c'est une expérience partagée par bien de mes contemporains. La peur d'aimer, oui. Non, mais moi, ce que je ressens, ça fait écho chez moi aussi, c'est on nous a tellement formaté, on nous a tellement dit ne sois pas comme ça, sois vigilant, n'oublie pas ton téléphone. Tu vois, on nous a tellement Bien Euh, sûr. que je trouve que c'est une violence. Mais oui, Et donc c'est se réexposer Ouais, à cette ouais. violence. Dans Krishnamurti, ce il parle monde, oui. toujours de violence. C'est- On se c'est fait extrêmement violent. violence à soi-même, rien que par la pensée. Quoi. Enfin, je veux dire, non, je sais pas expliquer ça, mais Par la, ça revient par très la souvent. pensée c'est la crue, hein, violence. quand on devient sérieux à propos d'une pensée. Le problème, c'est pas la pensée. Hein, la pensée, elle est là, nous sommes des êtres pensants, et la pensée est utile, et c'est comme le cœur qui bat. Le problème a surgi lorsque cette pensée, elle est crue comme étant vraie. Et donc, à ce moment-là, il y a une tension, il y a une contraction autour de la pensée, et on oublie ce par quoi la pensée pense. Nous avons la croyance que c'est moi, Dan, Ridwan, Sandra qui pensons. Comme si on disposait d'un libre arbitre et que nous pouvions penser les pensées comme ça, à volonté. Est-ce que vous savez quelle va être votre prochaine pensée là? Est-ce que sérieusement vous savez quelle va être votre prochaine pensée? Je connais l'actuel. C'est Dieu. Et qui la connaît? Qu'est-ce que c'est que cela qui connaît la pensée actuelle? Ah ouais, certainement. Est-ce que c'est que- Guillaume? Certainement pas. Ou est-ce que Guillaume est connu par cela qui connaît la pensée? Est-ce que Guillaume n'est pas, dans ton expérience directe, simplement une pensée, et puis peut-être des sensations? Mais qu'est-ce qui connaît ça? C'est là, c'est ça le satsang. C'est redécouvrir ce par quoi tout est connu. Et oui, tu avais bien commencé là, Ridwan, tu as dit, oui, j'ai l'impression que nous sommes le même. Oui, Mais et oui. puis cette fusion-là, C'est- j'ai comme senti qu'en fait, il n'y avait personne. Oui. Et ça, Et reviens à ça, c'est parce que là, tu touches quelque chose de vrai, de brûlant, de touchant. C'est qu'en ce moment, puisque chacun vous réalisez maintenant que ce n'est pas un visage que vous voyez de votre côté, mais un ouvert, un grand ouvert, un espace, une présence, quelque chose qui est sans forme, qui est sans âge, qui est grand, hein, qui est transparent, et qui accueille sans préférence
tous les êtres ici présents, toutes les choses. Et tu peux effectivement, quand tu réalises cet espace en toi-même, entre guillemets, que tu es cet espace, tu peux pressentir, comme tu l'as dit, que tous les amis ici, ils voient. Bah oui, il n'y a pas de raison que ça vienne que de moi. Exactement. On est tous là. Et en plus, on est en train de pratiquer la même chose. Donc pourquoi ce serait que moi? C'est pas possible. Ouais. On est tous comme ça. Exact. C'est- Et alors Et donc si tout le monde, voilà, il y a de leur côté voit Oui. cet espace, Oui. bah il n'y en a qu'un en fait. Je veux dire, Oui. il y a une. Mais tu es cet un. Tu n'as pas à mourir. Bah, Pour c'est être cet ça un, que tu es j'ai- déjà c'est cet un. que j'ai senti qu'en fait il n'y a personne. Ce Voilà, un. il n'y a C'est personne. quoi, ce un? Et tu as l'air de sourire là, c'est pas dangereux alors. Ça, Non, parce que c'est pas assez profond. Si je ne suis pas encore assez profond. Regarde, là, Dan et Ridouane, ils parlent ensemble, on est tous en interaction. Et si, justement, c'était le même être qui, avec comme des marionnettes, nous jouait comme ça avec nous, Avec des masques. avec des masques ou avec le corps, enfin, on était vraiment mus par la même présence. On a chacun des idées qui sont liées à notre histoire personnelle, à l'histoire du corps. Mais la présence dans laquelle ces pensées apparaissent et disparaissent est la même. C'est le même espace. Vous avez tous des points de vue différents. Moi, d'ici, je vois le ciel, le haut de l'arbre, et les immeubles au loin. Vous voyez autre chose. Mais l'espace à partir duquel on voit est le même. Oui, c'est une autre partie du champ visuel. et tout. C'est ça, le champ visuel change, mais l'écran est le même. Donc ce que nous sommes en essence, ce que nous sommes et qui ne change pas est le même en chacun de nous. Alors qu'est-ce que ça fait? Il y a quand même une localisation en fait. Il y a une localisation Qui fait qui que- apparaît dans quelque chose qui n'est pas localisé. Est-ce que la présence, est-ce que l'espace au-dessus des épaules est localisé? Non, mais il est orienté quand même. Il passe à travers un corps. Donc, dès que nous parlons du monde, le regard que nous avons sur le monde dépend évidemment des limitations inhérentes au corps et au mental. Mais est-ce que la conscience, elle, est limitée? Est-ce que cela qui a conscience des limitations est limité? Non. Et en fait, c'est un peu la limite de la métaphore, enfin de l'expérience de Douglas Harding en fait. C'est que, effectivement, quand on dévoile l'espace ouvert au-dessus des épaules, qui accueille tout, il accueille tout, mais dans une certaine orientation. Si je veux accueillir Eric, il faut que je me tourne. Ah bon? Mais tu peux pressentir que cette limitation n'a rien à voir avec la conscience, avec l'espace qui est découvert, mais avec les limitations inhérentes au corps et au mental. C'est tout le mystère de l'incarnation, Oui. puisque cet espace semble jouer à se servir de tous nos corps pour faire des expériences à propos d'elle-même. C'est vrai, je le ressens ce que tu dis, Florence, parce que par exemple, quand tu nous invites à nous déployer dans toutes les directions, il y a comme, voilà, ce qui est ressenti, c'est effectivement cette limitation. Peut-être, ouais, corps mental, c'est ça, ouais. Ça bug à un moment donné. Et en même temps, quand tu parlais de cet espace par lequel on était tous connectés, moi, ça fait monter une émotion chez moi. L'amour, non? Oui, oui, c'est ça. Quelque chose qui avait envie de se déployer. C'est bon de se dire qu'il n'y a pas de hiérarchie.
ça m'a un petit peu perturbée quand tu as dit nous sommes des êtres pensants. Parce que J'ai dit ça, moi. là, tu as dit ça il y a 5 minutes. Les humains. Ouais, voilà, des êtres, tu as dit que nous sommes des êtres pensants. Et je Bon. me suis dit, bah tiens, J'ai dit ça, moi. vous avez pas entendu. Erato, il faut. On rembobine. Et si tu as dit ça et que tu as dit que en fait, la pensée n'était pas problématique, ce qui est problématique, c'est de la gripper. Ah oui, oui, c'est vrai. Voilà, nous sommes des êtres. Oui, l'être n'est pas pensant. Quand L'être je n'est disais pas pensant. les êtres, je voulais dire le corps mental Le corps, ouais. est affublé de. Voilà, il est constitué d'une qualité de pensée qu'apparemment la mouche n'a pas. Et que donc la pensée, il fallait la considérer comme la circulation sanguine ou comme la sudation. Rien de plus. Il n'y a pas à lutter contre la pensée. Le problème, c'est quand il y a du sérieux autour de la sudation des pensées. C'est ça que je voulais dire. Et le sérieux, il vient du fait qu'on s'agrippe à la pensée. Enfin, Voilà, qu'on se met à rêver. On se met à s'oublier. Le sérieux vient d'un oubli. Chaque fois que nous sommes sérieux, il y a un oubli. Un oubli de qui nous sommes. Le sérieux, ici, c'est contraction. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ce qui s'obstine pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives, à la saveur d'autres rives, à la candeur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre ému, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ce qui persiste pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, car
ténue qui nous relie, cet inconnu, ce lien subtil, ce fil de